Bi-déter, c'est avant tout un mantra. La détermination contre le déterminisme social, la détermination face aux doutes de l'entrepreneur, la détermination face aux échecs. Bi-déter, c'est aussi un cri de ralliement, celui de toute une génération d'entrepreneurs soudés, une communauté passée par les rangs des déterminés, une association qui œuvre pour l'entrepreneuriat dans les quartiers et les milieux ruraux, une communauté qui prouve qu'il n'y a pas qu'un seul chemin vers la réussite et que toutes les victoires sont possibles. Je m'appelle Aurélie Planex et je vous propose de partir à la rencontre de ces entrepreneurs. Bienvenue dans Bi-déter, un podcast proposé par Bismart et les déterminés. Et dans cet épisode, je reçois Kevin Moison. Bonjour. Bonjour. Alors Kevin, avec toi, on va parler de retour à la case départ, mais je ne vous en dis pas plus. D'abord, je voudrais qu'on revienne sur ton histoire personnelle, le parcours qui t'a conduit à entreprendre. Plus jeune d'abord, est-ce que Kevin, tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire ? Absolument pas. Plus jeune, j'étais un grand stressé. Justement, j'ai pris beaucoup de temps dans mes études sup. Après mon bac, je suis parti en psycho. Après la psycho, j'y voyais pas d'application, donc j'ai fait une sorte d'année de césure pour faire de l'associatif étudiant où là, je me sentais vraiment actif, où je pouvais vraiment faire des choses. Finalement, j'ai dû retourner aux études parce que je savais bien qu'avec le niveau que j'avais, je pouvais pas non plus avoir un emploi. À ce moment-là, l'idée d'entreprendre n'était toujours pas dans ma tête. Je fais une licence de socio parce que je me sens pas faire un master. Après, je vais faire mon master finalement dans le digital parce que j'ai obtenu un stage. Et en fait, c'est ça, mon parcours étudiant, c'est que des petites opportunités qui se sont passées dans ma vie où j'ai pu faire des choses et du coup, ça m'a fait avancer. Et finalement, à la fin de mon master, il y avait un master 2 entrepreneuriat qui permettait de se lancer. Et du coup, toute l'année de M1, je me suis posé la question, est-ce que finalement, entreprendre, je le fais maintenant? Ou est-ce que, parce que c'était toujours une idée dans un coin de ma tête, en fait, j'ai un peu ce besoin de liberté. Je suis fan de manga, je suis fan de One Piece et l'envie de liberté, c'est quelque chose qui m'a toujours porté depuis tout petit. Et justement, en plus, c'était une grande peur que j'avais quand j'étais gamin de finir derrière un bureau. Finalement, quand j'ai réfléchi aujourd'hui, je suis derrière un bureau, mais... mais c'est toi qui l'as choisi. C'est moi qui l'ai choisi, c'est pas pareil. Et du coup, je fais ce master d'entrepreneuriat. Finalement, je décide d'entreprendre maintenant parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné un conseil. J'ai appris plus tard qu'il était chez Déterminé aussi. En fait, c'est le meilleur moment pour entreprendre. T'as pas d'enfants à nourrir, t'as pas d'énormes charges de la vie encore sur le dos. Et en fait, c'est peut-être le moment le moins risqué. Surtout, j'avais fait 2 ans d'alternance, j'avais Pôle emploi. Donc, j'ai toujours Pôle emploi et du coup, ça me permettait de vivre au moins pendant 2 ans. Ouais, c'est un petit filet de sécurité. Exactement. Et du coup, je me suis lancé. Comment t'expliques cette espèce d'errance comme ça que tu as eue pour finalement arriver à trouver ta voie? Est-ce que c'est un moment, des conseils d'orientation qui n'ont pas été les bons? Est-ce que c'est juste un parcours de vie, un peu les hasards de la vie? Comment tu vois les choses, toi? Le besoin de liberté, en réalité, c'est plus une très grosse peur du futur que j'ai depuis tout petit, je pense. Je viens d'un milieu pas très riche et je voyais mes parents galérer très très régulièrement. Ça me donnait pas vraiment envie de grandir. Et du coup, je pense les errances d'orientation, c'était aussi, je voulais faire quelque chose que j'aime parce que je voyais justement depuis tout petit mes parents galérer dans quelque chose qu'ils aimaient pas spécialement. Je voulais faire quelque chose que j'aime vraiment et je savais pas moi-même ce que j'aimais. Ouais. Et c'est finalement sur l'année de M2, je me suis dit tu cherches la grande passion qui va diriger ta vie, c'est bien gentil, mais à un moment là actuellement t'aimes des choses, recentre-toi. Qu'est-ce que t'aimes? J'aime le football, j'aime les mangas, je kiffe faire des tableaux Excel, mais ça n'a rien à voir. T'en choisis une des deux. Je me voyais pas monter un truc dans le football parce que c'est un milieu très compliqué et avec beaucoup de valeurs que je partage pas en interne. Et par contre le manga, je me suis dit c'est quelque chose qui peut me faire kiffer, qui peut me pousser aux tripes. Donc du coup je me suis lancé. Et t'as choisi le manga plutôt que les tableaux Excel? Ouais, bizarrement. Finalement, j'ai quand même beaucoup utilisé Excel au début, et puis après on grandit, on apprend qu'il y a des trucs qui permettent d'aller plus loin qu'Excel, et c'est sympa aussi. Comment t'as réussi à transformer ta passion pour le manga, puisque c'est bien de ça dont il est question, en un projet entrepreneurial? De base, c'est parti tout bêtement. Comme j'ai fait une école de communication, donc je me suis dit, allez, fais un truc tout bête. Tu prends ton téléphone, tu lances un compte Insta, et il y avait un truc que je voyais, c'était que les comptes qui balançaient de l'actu
autour du manga. Bien souvent, il prenait des vieux screens Twitter, il les balançait sur les réseaux, sur Insta, et je trouvais ça moche, en vrai, comme format, et j'en avais marre. Enfin, c'est quelque chose que j'aime pas vraiment. Enfin, chaque réseau a sa spécificité, son format, et c'est quelque chose ça me frustrait un peu. Du coup, je me suis dit, je vais prendre un modèle à la Hugo Décrypte. Je vais réunir 5 actus autour du manga par jour, et je vais balancer. J'ai fait ça longtemps. J'ai fait ça quasiment 10 mois. Ouais. Sauf que je me suis cramé en vrai, parce que c'est plus de 3 heures de boulot tous les jours, en plus de mes études, en plus de mon alternance, en plus de mon mémoire de fin d'année. Et dès que les vacances d'été, donc le moment de pause a commencé à arriver, c'est là où j'ai commencé à voir les signes de fatigue. Ouais. Et surtout qu'entre-temps, c'est quelque chose que tout le monde peut refaire en fait. Et d'autres personnes s'étaient lancées, notamment un compte qui avait déjà 20 000 abonnés, qui a décidé de refaire la même. Du coup, automatiquement, il a eu beaucoup plus de visibilité. Donc j'avais l'impression de passer 3-4 heures de mon temps pour rien, parce que quelqu'un d'autre le faisait déjà avec beaucoup plus large échelle, même si j'essayais d'apporter plus de qualité, mais voilà. Donc mon tout premier pivot, on va dire, vient de là. À un moment, il faut se rendre à l'évidence. Et puis après, surtout, je suis rentré chez Edeter. Et quand tu vas ça m'a permis de me structurer. Quand tu vas chez Edeter, t'arrives avec quel projet ? Parce que je crois que c'est pas celui... J'arrive avec un média de base. Ouais. Puis 2 jours après avoir commencé véritablement la formation d'Edeter, j'avais toujours un autre projet en tête parce que j'imaginais un vaste écosystème pour pousser la passion. J'imaginais à côté une marketplace. Et l'un des premiers conseils qu'on m'a dit, c'est cool d'avoir des rêves, mais fais en sorte d'avoir des rêves réalistes qui t'apportent de l'argent rapidement, parce qu'avec de l'argent, tu pourras faire plus de choses. C'est vrai. Et du coup, dès le 2e jour, j'ai pivoté pour aller retourner vers cette idée de marketplace. Et finalement, pendant toute la formation d'Edeter, je suis resté avec ça. Donc, c'était une marketplace pour réunir tous les produits dérivés manga sur un seul site internet. L'idée, c'était ça. Finalement, je voulais me lancer rapidement et je savais pas comment faire une marketplace. Alors, j'ai fait un comparateur avec des liens d'affiliation. Ça m'a permis de me lancer. Et puis, j'ai poussé ce projet, du coup, sur toute la formation d'Edeter, donc 6 mois. J'ai eu très peur de la fameuse soutenance modèle économique parce que je voyais bien qu'il y avait un problème, mais j'étais pas capable à ce moment-là de mettre les yeux en face des trous et de me dire tu vas un peu dans le mur, Kevin, parce qu'en réalité le taux d'acquisition pour récupérer un client était beaucoup plus élevé que ce que je gagnais, vu qu'on gagne que 10% du produit. C'est le principe de l'affiliation, on récupère qu'un petit pourcentage, et en fait il fallait vendre énormément et se faire énormément de visibilité du coup pour pouvoir réussir à être rentable. Et c'est un modèle qui m'a angoissé. Les 2 mois de fin de Edeter, c'était un moment où j'essayais de pas voir ce problème, et en même temps j'étais en mode suractivité parce qu'on avait eu la chance de vendre des produits dérivés en boutique, parce qu'à ce moment-là, gros bazar, mais j'ai pris 2 alternantes pour pouvoir m'aider, mais du coup il fallait les payer, donc du coup fallait quand même se bouger. Ça m'a mis une pression pour aller chercher de l'argent, et j'ai eu la chance de faire une boutique à Cergy grâce au Déterminé, où j'ai vendu des produits dérivés manga avec un fournisseur officiel, et ça m'a permis de combler ce trou. Et ça me permettait en même temps de pas voir que j'allais vers un mur. Mais dès que j'ai fini la formation, du coup, je me suis reposé. J'ai eu la chance de partir au Japon. J'ai kiffé comme jamais. Et quand je suis revenu, j'ai fait bon, maintenant il est temps de se poser véritablement et de se dire que ce que t'as fait, ton site internet, tout ça, c'est cool, mais il va falloir le jeter peut-être pour l'instant. Du coup, 2e pivot. Retour à la case départ. Retour à la case départ. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Où est-ce que tu trouves l'énergie pour repartir sur un nouveau projet ? Ça a été le plus difficile ce moment-là, parce que en plus avec les Déterminés, j'avais vraiment l'impression de me structurer. J'avais fait l'étude de marché, les budgets prévisionnels, etc. J'avais cherché des solutions pour me dire ça, je vais réussir à vendre. En vendant tant, ça va aller comme ça. Et du coup, ce moment-là, ça a été vraiment compliqué. Et c'est à ce moment-là où j'ai rejoint Station F. Du coup, avec 2 bases de projet de comparateur. Mais le premier jour, du coup, où j'arrive dans le programme Fighters. Dans le programme Fighters, donc c'est une sorte de concours à passer pour pouvoir rentrer. Et du coup, je suis rentré avec le modèle de comparateur, mais j'avais mis un truc un peu bullshit du type on va faire payer les utilisateurs pour qu'ils viennent sur la plateforme, sinon ça tenait pas debout. C'est passé. Je pense qu'il y avait, le monde du manga est un monde qui passionnait à ce moment-là. Enfin, on voit la passion qui s'est mise surtout depuis le Covid. Du coup, ils se sont dit il y a peut-être une opportunité, mais ils m'avaient justement mis dans les retours, va falloir revoir le business model. Et en fait, le premier jour, j'ai totalement repivoté sur ma première idée, sur le média. Et de fil en aiguille, j'ai essayé de construire autour du média. Donc, je me suis dit, je vais refaire des posts par rapport à manga. Et puis, encore grâce aux Déter, parce que mine de rien, ils m'ont donné énormément d'opportunités. Enfin, il y a plein d'événements avec les Déter, et si tu choisis bien les événements, tu rencontres des personnes incroyables. Et notamment, ils avaient fait
une opération avec... je me rappelle plus d'un nom. Désolé, je me rappelle plus du nom. En gros, on a eu la chance d'avoir des mentors qui sont venus de l'environnement des industries culturelles et créatives. Et c'était l'événement qu'ils ont fait chez We Are, c'est ça? C'est ça, We Are. Et du coup, j'ai été à cet événement et j'ai eu la chance d'avoir une mentor qui justement travaillait dans l'environnement des médias. Et du coup, elle m'a posé des questions ultra pertinentes du type « Ouais, mais ton média, il va où? C'est quoi l'ambition de ton média plus tard ?» Et je me voyais pas devenir une sorte de BFM TV du manga, donc j'ai réfléchi. En parlant avec une amie de Station F, elle m'a dit « Mais c'est quoi les valeurs que tu veux apporter ?» Et finalement, je me suis remis face à moi-même, qu'est-ce qui, moi, m'animait. Et je me rends compte, en fait, mes problèmes d'orientation que j'avais eu tout au long de ma vie, c'était quelque chose qui m'avait poussé. Donc, je me suis dit, je vais faire un média autour de l'orientation dans les métiers du manga. Et de fil en aiguille, en fait, oui, mais quitte à faire un média autour de l'orientation, autant les aider à trouver un travail. Et du coup, j'arrive finalement au recrutement. Et quitte à faire du manga, ouais, c'est bien gentil, mais tu vois qu'en fait, tu peux discuter avec des gens également du webtoon qui est très proche, des gens de l'univers du gaming, la cible est quasiment la même. C'est pas totalement la même, hein, je dis pas ça, mais en vrai, c'est des cibles qui se rapprochent. En fait, tout l'univers de la pop culture asiatique. Et ça a été les 6, 7, 8, 9e pivots, parce que je les comptais plus à un moment. Mais, et finalement, on en arrive là où j'en suis aujourd'hui. Donc, tu es aujourd'hui le fondateur de Frakihabara. C'est ça. Je le prononce bien. C'est très bien prononcé. Première plateforme de recrutement des métiers de la pop culture asiatique. T'en es où de ce projet-là aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, la plateforme est créée. Moi, ce que j'essaye de faire, du coup, la plateforme, si vous voulez la voir, c'est frakihabara.com. Donc, Frakihabara, comme le quartier Akihabara, mais avec FR devant. L'idée, c'était de créer un Akihabara français. Et qui est le quartier populaire qui a lancé véritablement la pop culture asiatique depuis le Japon. Et du coup, la plateforme est lancée. Là, ce que j'essaie de faire, c'est d'automatiser pour faire en sorte que les offres d'emploi arrivent automatiquement sur le site. Comme ça, il y a très, très régulièrement des offres. Mm-hmm. Pendant ce temps-là, je travaille avec des entreprises en particulier. J'ai pu faire un recrutement pour une grande entreprise coréenne il y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, il est encore en cours en ce moment. Et du coup, on essaye d'accompagner et ça se lance progressivement. Dès que les offres arrivent automatiquement, je sais que c'est quelque chose qu'on pourra diffuser auprès du grand public. Et ça, c'est vraiment cool, j'ai vraiment hâte. Et dès que c'est diffusé auprès du grand public, j'aurai beaucoup plus de légitimité pour aller voir les entreprises et leur proposer de trouver la perle rare parmi les gens qu'on a parmi nous. Et du coup, tu as fait donc pas mal de pivots. Comment tu réagis face à l'échec et quelle est ta vision de la détermination? Comment je réagis face à l'échec? J'ai pas tendance à me dire que c'est un échec. J'ai tendance à me dire que si j'avais pas fait ces pivots, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est pas forcément l'arrivée de faire de l'oseille. Pour moi, c'est vraiment toute cette quête que je suis en train de vivre. Elle me fait vibrer, les gens que je rencontre, etc. Et du coup, ces pivots étaient essentiels pour que j'en sois là. Et en fait, c'est un peu la mentalité que j'ai globalement dans la vie. Et du coup, j'ai oublié la deuxième partie de la question. La détermination, pour toi, c'est quoi? La détermination, c'est un peu cette force motrice, pour moi, qui vient du fond de tes tripes et qui te dit à un moment, frérot, faut y aller. C'est bien, t'as pris des coups, ok, t'aimes pas trop ça, mais et en plus je me mets toujours ce rappel, t'as que 2 ans de Pôle emploi. À la fin des 2 ans de Pôle emploi, t'as plus de source de revenus. Donc si t'as pas trouvé le moyen de te payer à ce moment-là, tu retournes au salariat en fait, Coco. Et donc cette détermination, c'est un peu cette rage de vaincre à l'intérieur de moi, pour moi, d'aller pousser ses limites jusqu'à être capable à la fin du Pôle emploi de se dire j'ai réussi, je suis capable de vivre avec ce que je fais. C'est le défi. C'est quoi le plus important pour toi? C'est d'arriver à concilier ton projet entrepreneurial avec ta passion, ou c'est de te dire, voilà, j'ai mon besoin de liberté, je veux être mon propre chef et surtout le salariat plus jamais? Les deux. Parce que, comme je disais au début, j'ai besoin d'aimer ce que je fais. En fait, quand j'ai cherché à entreprendre, j'ai pris quelque chose qui me passionnait, parce que je savais que si c'était un truc lambda, j'allais abandonner au bout de 2 mois, ça m'aurait pas poussé suffisamment en avant. J'aurais pas eu cette rage de vaincre. Mais du coup, j'ai toujours besoin de sentir cette passion au quotidien, parce que ça aurait plus vraiment de sens. Si je faisais du recrutement basique pour des grands groupes, etc., je m'y plairais pas autant que si je me dis, ça se trouve, il y a un petit garçon qui est actuellement passionné de manga, qui était peut-être le moi d'il y a 15 ans, qui a envie de se lancer petit à petit. Je peux peut-être lui faire découvrir des assos pour se lancer, il va prendre ses premières expés, il va kiffer, et petit à petit, de fil en aiguille, il va faire des stages, et après, ça se trouve, il va rentrer dans une grande maison d'édition, il va pouvoir accompagner le One Piece de demain, et genre,
ça a beaucoup de sens pour moi, et je pense que même dans la voix, là, du coup, ça doit s'entendre, mais j'ai un big smile en parlant. Donc, non, c'est important d'avoir la passion dans ce qu'on fait quand même. Quel est le message que tu souhaiterais faire passer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Si les personnes qui nous écoutent aujourd'hui sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat, adaptez-vous en permanence, mais ne perdez pas qui vous êtes. Faut être capable d'avoir suffisamment de... Comment dire ça ? Faut être capable de voir la vérité en face, et c'est pas toujours évident. Des fois, on perd du temps. Et pourtant, il y a des gens autour de moi qui me disent et pourtant, t'as repéré ça assez vite. Mais dans ma tête, c'est toujours trop long. On est toujours beaucoup plus dur avec soi-même. C'est la réalité. Mais en même temps, du coup, faut voir ces problèmes-là et essayer de s'adapter le plus vite possible pour être tranquille. On maîtrise pas toutes les règles. On maîtrise jamais toutes les règles. Des fois, il y aura un imprévu. Le Covid nous l'a bien rappelé il y a pas longtemps. Qui pouvait imaginer qu'il allait avoir une pandémie mondiale qui allait faire fermer la moitié des business existants. C'est compliqué. Mais essayer de s'adapter du mieux qu'on peut et toujours trouver la petite porte de sortie qui permet de... C'est pas évident. Je dirais pas que j'ai toutes les solutions aujourd'hui, loin de là. Au contraire, je dois toujours faire mon chiffre d'affaires, il est toujours pas lancé, mine de rien, à part la boutique que j'avais fait à l'époque. Mais je pense que si quelqu'un veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est être capable de voir suffisamment loin pour anticiper. Et on a tous cette force en soi de voir, faut juste baisser un peu son ego, ce qui est très difficile, ce qui est extrêmement difficile. Baisser un peu son ego en disant, bah ouais, là, je me suis planté. Et y aller. Et retourner. Merci beaucoup, Kevin Moison, d'avoir été l'invité de Bidéter. Bidéter, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur bismart.fr. Si ça vous a plu, foncez vous abonner, likez, partagez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vous aussi, soyez déter.